Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous nous retrouvons avec plaisir pour notre point info quotidien. Je vous propose de commencer sans plus tarder. L'IRS, l'Internal Revenue Service, qui est l'agence du gouvernement fédéral des États-Unis qui collecte l'impôt sur le revenu et les taxes diverses, traite la troisième série de chèques de relance. Le commissaire a déclaré dans un communiqué, je cite, « Les paiements seront versés automatiquement aux contribuables, alors même que l'IRS continue à verser des remboursements d'impôts habituels. » Environ 85% des Américains remplissent les conditions requises pour bénéficier de cette série de chèques de relance. Les gens peuvent commencer à consulter le site web de l'IRS depuis lundi pour vérifier le statut de leur relance. Cette troisième série de mesures ne s'applique pas aux personnes gagnant plus de 80 000 euros par an et aux couples mariés gagnant plus de 160 000 euros par an. Cela signifie, selon une estimation de l'Institut de taxation et d'économie, que 8 millions de personnes ne seront pas concernées pour cette fois-ci. Monsieur Biden et les membres de son cabinet prévoient de faire une tournée pour célébrer l'adoption de l'enveloppe de 1,9 milliard de dollars. Biden et la vice-présidente Kamala Harris se rendront en Géorgie dans le cadre de cette tournée. Ce plan est la première mesure d'aide en cas d'épidémie qui n'a pas été adoptée avec un soutien bipartite au Congrès. Aucun républicain n'a voté en sa faveur, arguant du fait que seuls 9% des fonds sont consacrés à la lutte contre la pandémie. Le projet de loi reflète en grande partie la proposition législative de M. Biden. Certains éléments de la loi comprennent la plus grande expansion de l'Obamacare en une décennie, ainsi que l'augmentation du crédit d'impôt remboursable pour les enfants, ce qui fait craindre à certains experts que cela augmente la dépendance à l'aide sociale et ne nuise à la société. Au cours du week-end, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré qu'un prochain grand ensemble de mesures était en préparation. Il s'agit du projet de loi sur l'infrastructure de 2 milliards de dollars. Elle l'a qualifié de grand, audacieux et transformationnel. Madame Pelosi a poursuivi en indiquant que la construction de notre système de transport est depuis longtemps bipartisane, ajoutant « Nous espérons que l'esprit prévaudra lorsque nous répondrons à d'autres besoins essentiels en matière d'énergie, d'éducation, de logement, des systèmes d'eau et d'autres priorités. » Fin de citation. Biden a fait campagne sur le message de l'unité, mais les critiques notent que l'adoption hyper partisane du projet de loi sur la lutte contre le virus a déjà mis à mal ce début de message. Les objectifs élevés de M. Biden en matière d'infrastructure remontent à l'époque de sa campagne, lorsqu'il demandait 2 billions de dollars pour construire une économie plus résiliente et durable. Parmi les investissements, citons les infrastructures telles que les routes et les ponts, la création d'1 million de nouveaux emplois dans l'industrie automobile, la création d'options de transport public à émissions nulles, la transformation du secteur de l'électricité pour qu'il ne produise plus de carbone d'ici 2035, la modernisation de 4 millions de bâtiments et l'amélioration de conditions météorologiques de 2 millions de maisons sur 4 ans. La construction de 1,5 million de maisons durables et enfin la création d'emplois dans l'agriculture respectueuse du climat. Alors, quel est son coût ? Selon un rapport de Goldman Sachs, la législation sur les infrastructures devrait augmenter les dépenses de 2 000 milliards de dollars, mais selon les analystes de Goldman, ce montant pourrait atteindre 4 000 milliards de dollars si le projet de loi étendait d'autres domaines tels que les allocations pour les gardes d'enfants ou l'allègement de la dette étudiante. Mais alors qu'il est facile de dépenser, on peut se poser la question suivante, d'où vient l'argent ? Selon le représentant démocrate John Garamendi, M. Biden envisage d'augmenter les impôts pour financer le plan d'infrastructure, mais il n'a pas donné de détails sur les impôts ni sur le coût global. Mme Pelosi dit qu'elle espère que la mesure portera sur les transports ainsi que sur d'autres besoins critiques en matière d'énergie, d'éducation, de logement, de révision du système d'eau et d'autres priorités. Mais le projet de loi fait déjà l'objet d'une opposition des deux côtés des partis politiques. Le sénateur démocrate Joe Manchin a déclaré la semaine dernière qu'il soutiendrait un projet de loi à 4 000 milliards de dollars que s'il est financé par des hausses d'impôts. Il a ajouté qu'il ne le soutiendrait que si les républicains le soutenaient. Il a fait remarquer que le projet de loi de relance de 1 900 milliards de dollars aurait pu obtenir le soutien des républicains si quelques concessions avaient été faites. Quelle est la date limite pour l'adoption du projet de loi ?
Selon Peter Comstock, le directeur des affaires législatives de la société de Builder and Contractor, ce serait probablement en septembre. Continuons à présent à parler de législation importante et audacieuse. Abordons le HR1 ou For the People Act. Cet ensemble de réformes électorales controversées de près de 800 pages vise à imposer des exigences à l'échelle nationale en matière de procédure de vote, telles que l'inscription automatique des électeurs et la légalisation du vote par correspondance dans tout le pays, sans qu'il soit nécessaire de fournir une pièce d'identité avec photo pour obtenir un bulletin de vote par correspondance. Les démocrates le présentent comme pro-démocratique et anti-corruption. Ils l'ont surnommé For the People Act. Le chef de la minorité de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a répliqué en l'appelant For the Politician Act. Quels sont les autres domaines qui suscitent la controverse dans le cadre du projet de loi? En fait, les lois électorales qui seraient modifiées comprennent l'octroi au gouvernement fédéral de l'autorité de gérer les élections en la retirant aux États. Les démocrates ont interprété la Constitution de cette manière en déclarant que le projet de loi HR1, je cite, prévoit que le Congrès estime qu'il dispose d'une large autorité pour réglementer le moment, le lieu et la manière des élections au Congrès en vertu de la clause électorale de la Constitution, article 1, section 4. Les procureurs généraux républicains ont exprimé leur inquiétude quant à cette interprétation. Dans une lettre adressée aux dirigeants de la Chambre et du Sénat des États-Unis, ils notent qu'en vertu de la Constitution des États-Unis, le contrôle des élections présidentielles incombe aux législatures des États. Ils écrivent, je cite, « La loi inverserait cette structure constitutionnelle, réquisitionnerait les ressources de l'État, embrouillerait les procédures électorales et éroderait la confiance dans nos élections et nos systèmes de gouvernance, ajoutant en conséquence, les membres du Congrès pourraient souhaiter examiner les vulnérabilités constitutionnelles de la loi ainsi que les critiques politiques des représentants des États. » Fin de citation. Selon la lettre, un certain nombre d'autres dispositions du projet de loi semblent également contredire la Constitution, comme le fait d'exiger des États qu'ils acceptent les bulletins de vote tardifs, de passer outre les lois d'identification des électeurs des États et d'exiger des États qu'ils procèdent à des redécoupages par le biais de commissions non élues. Ils poursuivent en disant « Malgré les récents appels à l'unité politique, la loi adopte une approche unilatérale de la gouvernance et usurpe l'autorité des États sur les élections. La confiance dans les élections n'ayant jamais été aussi faible, le pays devrait se concentrer sur le renforcement de la confiance dans le processus électoral. » Fin de citation. Autre changement sous HR1, il s'agit de l'obligation de vote anticipé. Les États seraient tenus de permettre à quiconque de déposer un bulletin de vote pendant une période de vote anticipée avant la date de l'élection. Actuellement, chaque État décide s'il souhaite organiser un vote anticipé et le cas échéant pendant combien de jours. Légaliser le vote par correspondance à l'échelle nationale sans photo d'identité, le vote par correspondance serait autorisé pour toutes les élections fédérales et ne peut exiger d'une personne qu'elle fournisse une quelconque forme d'identification pour obtenir un bulletin de vote par correspondance. La signature d'un témoin ne serait même pas requise. Ce qui change également est l'obligation pour les États de mettre à disposition des boîtes à voter par correspondance pendant 45 jours avant une élection. Des boîtes de dépôt seraient mises à disposition pour que les personnes puissent déposer les bulletins de vote par correspondance pour les élections fédérales à tout moment 24 heures sur 24 pendant la période de vote. Enfin, ce qui change, c'est l'obligation pour les États de redessiner les districts du Congrès par le biais de commissions indépendantes. Cette mesure retire le pouvoir aux législatures des États et exige des États qu'ils acceptent les bulletins de vote 10 jours après le jour du scrutin. Les États seraient tenus d'accepter tout bulletin de vote posté avant ou le jour même de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, qui leur parvient dans les 10 jours suivant l'élection. Le projet de loi permet aux États d'étendre ce délai, ce qui constituerait une violation de la clause constitutionnelle du même jour. Mais qu'est-ce que la clause du même jour? Dans la Constitution, il existe une disposition appelée la clause du même jour ou clause du vote présidentiel. L'article 2, section 1 stipule, je cite, « Le Congrès peut déterminer l'heure de la sélection des électeurs et le jour où ils donneront leur voix, ce jour devant être le même dans tous les États-Unis. Ils accordent au Congrès 2 pouvoirs. Premièrement, le Congrès peut désigner un jour unique où tous les électeurs présidentiels votent.
C'est le Code des États-Unis, titre 3, section 4. Deuxièmement, le Congrès peut fixer le moment où nous choisissons les électeurs présidentiels, c'est-à-dire le moment où nous nous rendons tous aux urnes. La forme simple de time nous indique que le moment choisi par le Congrès doit être le même dans tout le pays. Le Code des États-Unis, titre 3, section 1 déclare, je cite, le Congrès l'a adopté en 1948, les électeurs du président et du vice-président seront désignés dans chaque État le mardi suivant le premier lundi de novembre, chaque 4e année suivant l'élection d'un président et d'un vice-président. Cela signifie que les électeurs ne doivent être choisis que ce jour-là. Le Code des États-Unis, titre 3, section 2 déclare, je cite, « Lorsqu'un État a organisé une élection dans le but de choisir des électeurs et qu'il n'a pas réussi à faire un choix le jour prescrit par la loi, les électeurs peuvent être désignés un jour ultérieur de la manière que la législature de cet État peut ordonner. » Fin de citation. Cela signifie que lorsqu'un État ne parvient pas à choisir ses électeurs le jour de l'élection, la législature de l'État peut nommer des électeurs. Par exemple, en 2020, les 7 États qui n'ont pas annoncé de gagnant le jour de l'élection, leur législature d'État aurait dû nommer les électeurs, s'ils avaient réellement suivi la Constitution. Revenons aux fondateurs. Qu'ont dit les fondateurs lors de la Convention constitutionnelle? Il s'agissait de donner à chaque candidat à la présidence le droit de faire se réunir les grands électeurs le même jour et dans des lieux largement distincts afin d'éviter toute corruption ou collusion entre les grands électeurs. Richard Dobbs Payne, délégué de la Caroline du Nord, plus tard gouverneur, a dit « Le moment du choix des électeurs devrait être déterminé par le Congrès dans un souci de régularité et d'uniformité. Si les États devaient le déterminer, l'un d'entre eux pourrait le nommer à un jour donné et l'autre à un autre moment, etc. Et le fait que l'élection ait lieu le même jour dans tous les États empêcherait toute combinaison entre les électeurs. Il est important que les grands électeurs votent le même jour. James Wilson, délégué de la Pennsylvanie, a dit « La Constitution, dans la même optique, a ordonné que le jour où les électeurs donneraient leur voix soit le même dans tous les États-Unis. Avec cette réglementation, il ne sera pas facile de corrompre les électeurs et il y aura peu de temps ou d'occasion pour les tumultes ou les intrigues. » Fin de citation. Quels sont les problèmes d'une période de vote prolongée? Les candidats peuvent donner aux électeurs précoces un message et aux électeurs plus tardifs un message différent. Le problème peut se poser vers la fin d'une élection prolongée si seuls quelques électeurs critiqués n'ont pas voté. Les campagnes ont intérêt à soudoyer ou à intimider les quelques électeurs restants. Les observateurs de scrutin indépendants trouvent qu'il est beaucoup plus difficile de surveiller des élections prolongées que les élections le jour même. Les électeurs précoces et tardifs disposent d'informations différentes. Par exemple, les personnes au courant du scandale de Hunter Biden par rapport à celles qui ont déjà voté lorsque la nouvelle est sortie. Pendant la durée d'une élection prolongée, le personnel qui l'administre peut changer. Même si cela ne se produit pas, les responsables peuvent modifier leurs pratiques ou traiter différemment les anciens et les nouveaux électeurs. Les gens peuvent être en mesure de voter dans plus d'un État. Prenons un moment pour examiner ce que les pères fondateurs ont dit sur le processus électoral. Abraham Lincoln a dit un jour, je cite, « L'Amérique ne sera jamais détruite de l'extérieur. Si nous faiblissons et perdons nos libertés, ce sera parce que nous nous sommes détruits nous-mêmes. » Fin de citation. John Adams a dit un jour, « Vous ne saurez jamais ce qu'il en a coûté à ma génération pour préserver votre liberté. J'espère que vous en ferez bon usage. » Fin de citation. Et Thomas Jefferson a dit un jour, je cite, « Je prédis le bonheur futur des Américains s'ils peuvent empêcher le gouvernement de gaspiller le travail du peuple sous prétexte de s'occuper de lui. » Fin de citation. Voilà, croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute, merci de votre présence. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.